Bonjour à tous les amis, j'ai la chance d'être en compagnie du grand Judaichi. Alors le grand, Le grand, oui, bah, le grand, mon le niveau grand déjà. 1m70 quand même. Et de toute façon, grand, on parle pas de la taille. Ah. Donc, mais dans tous les cas, j'apprécie beaucoup ce que tu fais, même si effectivement je suis pas le premier venu sur tes réseaux. Mais depuis que je t'ai découvert, donc par plein de biais, hein, que ce soit en fait sur les recommandations ou même sur la vidéo que tu as fait en collaboration avec Ichiban Japan, Yes. où j'ai trouvé ça très drôle. Mais attendez, on est en octobre et il y a déjà de superbes paysages comme ça. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? 秋がついに来たんだ。は、ミヌツメイド、こんな素晴らしい景色を見たことあんのかい？ちょっと待ってよ。もう俺には彼女がいるんだ。T'es un grand barjot. Donc je me suis dit, ouais, C'est pas trop une collab en vrai. Moi c'est mes vidéos de vacances. Hein. carrément. Mais ouais, en fait, on a réfléchi à certains trucs, mais c'était vraiment le plaisir. Tu vois, c'est juste, même lui, il l'a pas réfléchi comme ça. C'était vraiment, évidemment, c'est de l'entertaining, tu vois, mais moi, on s'est dit juste, il va filmer son blog comme d'habitude, et je vais juste être là, participer comme ça. Mais en vrai, c'était, tu sais, il y a très peu eu de moments où c'est vraiment hyper calculé, etc. C'est vraiment évidemment, il sait ce qu'il fait, tu vois, il est très pro, mais je me suis pas senti en mode, j'ai pas senti que c'était une collab. Ouais, C'était je juste, vois. Je viens là juste. C'était pas cadré ni scripté, Ouais, vous êtes parti vraiment dans voilà. le mood, quoi. Il y a juste les moments où il y avait quelques trucs où on voulait faire les gags avec les marques, etc. Là où on normal. réfléchissait un petit peu dans la voiture, on écrivait tout ça. Mais sinon, à part ça, c'est que du plaisir. Et c'est ça que j'aime chez Guigui aussi, c'est que c'est humain. avant tout. Il adore ça, exactement. Ouais. Mais c'est d'ailleurs sa vraie patte à lui, hein. C'est le côté authentique de ce qu'il fait, on le ressent bien. Et il a aussi ce côté, d'ailleurs pour ceux qui l'ont pas vu, allez voir ses vidéos, il a aussi ce petit côté authentique. Tu sens que d'aller en freestyle, de faire des trucs, on sait que ça va cliver un peu. Mais s'il a envie de le faire, il a envie de le faire parce que c'est lui. Et quelque part, si on regarde ce qu'il fait, c'est aussi parce qu'on l'apprécie lui. C'est son identité, ouais. Complètement. Mais d'ailleurs, on est là, on enchaîne, on commence déjà à parler de Ouais, choses ouais, annexes. désolé. Mais si on commençait par la base, effectivement, moi je te connais, j'ai appris à découvrir ton travail, j'en suis content, j'en suis fier, j'adore ça. Et du coup, par contre, des gens ne te connaissent pas encore. Donc si tu peux nous dire un mot sur ce que tu fais. Alors, en gros, moi je suis créateur de contenu, ça fait depuis 7 ans maintenant. バカンス。ビストロ。Sur les internets, parce qu'avant c'était internet, il y a YouTube, etc. Puis maintenant avec toute l'arrivée des réseaux sociaux en foison, on est obligé de se diversifier. Et donc ça fait 7 ans que je fais ça, d'abord sur YouTube, ensuite un peu sur Twitch, et puis après les réseaux qui sont arrivés. Et moi, mon contenu, c'est presque exclusivement maintenant de la langue japonaise à travers les mangas et les animés. ふざけんじゃねえよ。Te fous pas de ma gueule. C'est mon combat depuis 7 ans et je kiffe. Je kiffe partager ça et c'est trop cool. Et je suis très content maintenant du résultat et de voir un petit peu ce qu'on a pu faire, ce qu'on a un peu pu construire ensemble, c'est trop cool. Ouais, c'est énorme. De toute façon, déjà de commencer à être sollicité par des conventions pour aller au devant du public, Ouais. c'est une forme de reconnaissance. Là, on reconnaît en fait que tu as du travail, que tu as une communauté derrière qui pourrait être intéressée de venir te voir. Et donc, je pense que ouais, on entame vraiment dans un process de consécration. Ouais, bien quoi. sûr. Et je dis souvent ça, c'est que des fois, c'est des projets les plus anodins qui peuvent t'amener un peu plus loin. Alors, ça ne veut pas dire que c'est une ambition, on va devenir une grande entreprise, une grande société, mais se dire que déjà, je poste une première vidéo sur YouTube qui parle un peu de Japon, enfin de japonais, etc. Un petit extrait d'animé qu'on explique, etc. Et puis, je me retrouve 7 ans plus tard, on fait des conférences, on écrit des livres. C'est énorme. Je dis, c'est quand même fou cette histoire, alors que des fois, c'est vraiment. On aura peut-être l'occasion d'en parler un petit peu de la vision un peu de YouTube et des réseaux d'avant et de maintenant, comment on voit les choses, parce que c'est vraiment. J'ai jamais eu vraiment l'ambition de faire quelque chose de mirobolant avec les réseaux. Je pense comme pour beaucoup, quand on débute, on a juste envie de partager, de trouver des gens avec qui il y a de l'écho, qui peuvent partager ces choses-là avec nous, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, le regard qu'on a sur YouTube et les réseaux, c'est vraiment une possibilité de percer, une possibilité de faire de l'argent. Ouais. C'est quelque chose c'est vrai qu'avant, on n'avait pas. Avant, en fait, on allait sur les réseaux partager. En fait, s'ouvrir au-delà de son petit cercle de potes, ce qu'on faisait avec nos potes, mais en mode partage pour les autres. Donc c'est vrai que ça a un peu évolué à ce sujet et je te rejoins tout à fait. C'est vrai que le truc, c'est qu'avant, on dit on va faire une petite communauté juste pour dire on est entouré de gens qui ont les mêmes valeurs que nous, les mêmes passions que nous. Maintenant, on a l'impression que la construction de communauté se fait presque exclusivement pour le côté monétaire, pour
pour les sponsors, etc. Ce qui est bien, on va pas se mentir, hein, parce que ça se professionnalise de plus en plus. Tout à fait. Mais je pense qu'il faut garder quand même cette petite fibre de dire l'authenticité, la petite… ce qui nous drive un peu d'aller au-devant des choses, de créer des choses, c'est pas forcément que l'argent, c'est dire d'abord on partage et puis si ensuite ça nous rapporte quelque chose, évidemment on prend, on va pas cracher dessus. On va pas se mentir. C'est vrai que quelqu'un qui arrive à un seuil où il peut vivre de ça, c'est quelque chose C'est d'important. On bien va sûr. pas là-dessus, on peut pas le Et on nier. se dit, voilà, comme je dis, moi ça fait 7 ans que je fais ça et puis maintenant ça fait presque 2 ans que j'en vis pratiquement pleinement. C'est top. Et toutes mes semaines sont tournées vers le japonais tout le temps, que ce soit sur mes réseaux, que ce soit sur mon travail, sur tout ce que j'écoute, même tout ce que je regarde, les animés, etc. J'ai toujours une oreille qui est toujours dans la recherche, qu'est-ce que je peux prendre, quels sont les bons outils pédagogiques, les petits trucs que je peux mettre. Enfin, et puis même si c'est un travail qui est vraiment constant, c'est un plaisir quoi. Et puis quand je relativise avec malheureusement certains qui font parfois des boulots qu'ils n'ont pas envie de faire, des petits boulots, etc. Complètement. Ben, je me dis en vrai, même si des fois on n'a pas forcément envie de se lever pour travailler, pour créer du contenu, pour aller faire un cours, etc. On réfléchit un peu, on relativise, c'est ouais, mais à cette heure-ci, je pourrais aussi faire un travail normal et ça me saoulerait autant quoi. Ouais. Donc en vrai, une fois qu'on se remémore ça dans la tête, C'est notre vrai journée, qu'une elle est fois déjà- qu'on prend ça en considération, il n'y a plus grand chose en passe fait plein. d'aussi grave. C'est en fait. ça, on peut pas vraiment Je se comprends, plaindre. je le comprends. C'est amusant que tu en parles justement de tout ça. Il y a plusieurs parallèles en fait qu'on fera, mais le premier qui me vient en tête déjà, quand on atteint un niveau de japonais certain, Ouais. au point où par exemple on regarde un animé et on n'a plus vraiment besoin des sous-titres pour le comprendre, est-ce que les sous-titres deviennent gênants? Parce que parfois les adaptations sont certainement de qualité, d'autres moins. Est-ce que des fois c'est quelque chose qui je sais pas, qui… Ben, honnêtement, après c'est vrai que oui, les tout-petits deviennent gênants dans le sens où on est toujours attiré, le regard est toujours un peu attiré parce que après moi, alors je m'y connais pas, ça c'est des études qui ont été faites un petit peu sur le sujet, c'est que apparemment notre cerveau c'est un muscle un peu flemmard. C'est-à-dire que si tu lui donnes les moyens d'avoir l'information facilement, il l'apprend facilement. C'est-à-dire que même si tu apprends le japonais, que même tu as un bon niveau, tu te poses devant ton canapé, tu vas te regarder un animé, c'est un moment qui est censé être de détente. Donc ton cerveau il est là en mode détente. Donc ton cerveau va faire absolument tout ce qui est en ses compétences pour Je vois tout à fait. faciliter son travail. Donc si tu vois un sous-titre, tu vas dire hop, baisse les yeux, lis, très bien, merci beaucoup, on se détend. Alors que c'est vrai que si on les enlève, le cerveau il se dit bon, maintenant pour me rendre la tâche plus efficace et pour avoir quand même une expérience agréable, il faut ouvrir les écoutilles, ouvrir un petit peu ses sens et capter les mots qui sont jetés un petit peu. Alors ça dépend, quand on est à un niveau, on va dire débutant et on va dire intermédiaire, on va capter des mots, un petit peu de grammaire par-ci par-là, etc. Mais le cerveau va s'accrocher à ça et ensuite va le mêler un petit peu avec tout le contexte parce que l'animé c'est pas que de la langue, c'est aussi beaucoup de contexte, c'est beaucoup d'extra-linguistique aussi, c'est-à-dire il y a tous les tons, toutes les émotions et tout qui sont véhiculées. Et en fait, tout ça, le cerveau, il le capte aussi, ce qui fait que même un mot que tu comprends pas, tu vas finir par le comprendre, tellement tu vas le revoir sorti dans un contexte particulier, avec une émotion particulière. Et même des fois, il y a des gens qui traduisent mal un mot, entre guillemets, mais qui finalement, ils ont un peu raison. Par exemple, le mot urusai, les gens entendent urusai, ils disent ça veut dire ta gueule. Non, ça veut pas dire ta gueule, ça veut dire juste t'es bruyant, t'es agaçant. Mais en fait, ils l'entendent tellement dans un contexte, on entend urusenda, urusai. On a l'impression que les mecs ils disent ta gueule, mais en fait, c'est pas ta gueule. Mais tu vois, et ben même sans connaître le mot, ben, tout de suite, ils arrivent à capter. Et ça, c'est ça aussi la magie. Donc, les sous-titres, ça aide pas forcément à améliorer sa compréhension parce qu'on est toujours attiré vers les sous-titres. Après, on peut quand même faire l'effort. Un petit peu d'effort, de relever un petit peu les yeux, de pas être trop se fixer sur les sous-titres, ça peut aider. Après moi ce que je conseille aux gens souvent, même à niveau débutant ou faux débutant, c'est de dire reprenez une série, un animé que vous avez surkiffé, dont vous êtes ultra fan, dont vous connaissez l'histoire par cœur, et vous le refaites sans sous-titres. Donc il n'y aura pas de problématique de compréhension du lore de ce qui se passe. et de l'histoire. Mais du coup vous allez être un peu plus investi sur capter des mots, capter un petit peu quelques phrases, etc. Et en fait, on se rend pas compte, mais mine de rien, même à un niveau qui est pas mirobolant en japonais, on peut déjà capter certains trucs. Évidemment, c'est parce que aussi on connaît déjà le contexte. Évidemment, faire ça sur des animés qu'on connaît pas, ça risque d'être beaucoup plus dur, surtout à niveau débutant. Et même à niveau un peu avancé, parfois, il y a des animés qui sont avec des lores vraiment très spéciaux, avec une terminologie très précise. Je prends l'exemple de Jujutsu Kaisen, par exemple, ça parle d'ésotérisme, etc. Honnêtement,
même quelqu'un qui est très très bon en japonais, c'est pas forcément lui qui va connaître tous les mots, toute la terminologie. Oui, il va falloir qu'il fasse peut-être la démarche de chercher un petit peu avant les mots un petit peu spéciaux, les apprendre, et après ça pourrait aller. Mais sinon, commencer par des slice of life, par des shoujo, des animés shoujo, ça sans sous-titres, si vous aimez ça, en vrai, ça peut être un vrai plus. Sans sous-titres, ça peut le faire. Ouais, je comprends tout à fait. Moi qui avais en fait commencé à acquérir quelques notions, je m'étais appuyé sur des séries comme Terrace House qui passaient sur Netflix. C'est trop bien. Justement pour le japonais, parce qu'on avait les premières approches un peu timides et autres, les présentations et tout ce qui s'ensuit. Bien sûr. Donc c'était parfait en fait en termes d'écoute et de compréhension sur la situation. Clairement. Donc je te rejoins tout à fait sur ce que tu nous expliques. Mais d'ailleurs en fait pour ceux qui ne savent pas, Dudaichi est également professeur de japonais. Ouais. Donc qui dispense des cours, donc qui a une méthode en fait qui est quelque part que tu décris comme classique, mais qui pourtant est adaptée en fait à tous ceux qui sont fans de manga et d'animation, parce que on use en fait de ce qu'ils aiment comme média pour développer leurs connaissances. La méthode est pas tant là pour dire c'est une méthode originale pour apprendre avec les animés, c'est simplement pour vous dire on peut vous accrocher toujours avec quelque chose que vous aimez, et c'était tout le projet de ma chaîne YouTube d'ailleurs, on explique des notions de grammaire, de vocabulaire, et vous allez immédiatement avoir en contexte cette application-là appliquée à des séries que vous connaissez, que vous suivez depuis très longtemps, et dire qu'en fait, déjà d'une, les animés c'est pas si éloigné que ça du japonais réel entre guillemets, mais surtout c'est quelque chose que vous pouvez retrouver très facilement en regardant vos animés, et voilà, il n'y a pas la barrière entre l'aspect très scolaire de l'apprentissage d'une langue et apprécier un média qu'on aime, c'est pas si éloigné que ça. Le pont peut être fait très facilement, mais voilà, évidemment, il faut des recherches, etc. Mais aussi vrai qu'en France, les enfants apprennent énormément avec les dessins animés. Bien sûr. Bah, en fait, on peut très bien apprendre énormément sur le japonais en regardant des animes. Bien sûr. Après, voilà, c'est pour ça que moi, je voulais pas non plus faire une méthode uniquement, en tout cas sur mes particuliers, basée sur ça, parce que évidemment qu'il y a plein d'autres choses. Il y a la culture aussi, parce que la langue, c'est pas juste la langue. Il y a aussi toute une part culturelle qu'il faut avoir quand on apprend une langue, et surtout pour le japonais. Donc, on travaille pas que sur les animés, mais c'est toujours plus ou moins présent. Il y a toujours cette petite part à la fin où on met une petite dose quand même pour accrocher, pour avoir toujours un élément de contexte aussi qui est important. Mais je tenais à ce que ça soit pas uniquement des cours particuliers basés sur les animés, parce que je fais ça déjà de partout sur mes réseaux. Si c'est pour avoir la même chose sur mes cours particuliers, autant aller sur mes réseaux directement, ça l'a pas. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que les réseaux en fait est là aussi pour parler au plus grand nombre, pour donner envie, pour essayer de les attirer vers cette langue qui est justement magnifique à apprendre et riche. Bien sûr. Mais du coup, toi qui dédies une grosse partie de ta vie en fait à ce qui est lié au Japon directement, au travers de la langue, des animés ou de tout un tas d'autres passions, comment ça t'est venu en fait? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, toi, tu as décidé de te tourner vers le Japon et d'en apprendre le plus possible et maintenant de le transmettre le plus possible? Mais en gros, moi, j'ai mon premier vrai contact avec le Japon, et je savais pas encore que c'était le cas, c'était Dragon Ball Z dans les années alors 2000, peut-être 2000, oula, même plus que ça, peut-être 2000, 2002, on va dire. Et moi je me souviens, on regardait Dragon Ball Z, je crois que c'était sur MCM, il y avait les épisodes qui passaient. Et avec ma petite bande de potes, je me souviens, on se réunissait chez l'un d'entre nous et on s'amusait. Une belle époque. Mais à cette époque-là, je savais pas que ça venait du Japon. Pourquoi? Parce que c'était de la VF. Donc pour moi, c'était un dessin animé comme un autre. Ça s'est fait en 3 temps. Ensuite, je me rappelle, on avait aussi un petit contact avec Naruto à ses débuts. Mais là, pareil, moi, je savais pas bien ce que c'était, etc. Donc, je savais qu'il y avait cette petite hype qui naissait un petit peu chez les collégiens, tout ça. Et je rentrais dedans vite fait, mais sans trop savoir. Et en fait, ça m'est revenu fin collège. Et en gros, j'avais un ami qui était un fan hardcore de Naruto. Vraiment, il était aussi très grand fan de J-pop. Ok. Genre vraiment, il écoutait des groupes japonais et tout. Moi, à cette époque-là, je ne connaissais pas du tout. Et du coup, il me fait écouter tout ça. Je fais, ah, c'est cool, machin. Et à ce même moment-là, je me mets à suivre au tout début de Shippuden, Naruto Shippuden. Vraiment, les premiers épisodes quand ça sortait par semaine. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose. Mais en fait, c'est directement les voix dans les animés, parce que du coup, forcément, quand on les suit par semaine, il n'y a pas tout de suite, c'est pas comme maintenant, il n'y avait pas tout de suite les VF qui sortaient, etc. Fallait attendre. Du coup, on les avait directement en VostFR. Et du coup, c'est là où je commence à entendre du japonais pour la première fois. Et j'entends des voix hyper badass. Itachi Uchiwa, Kakashi, Sasuke, je veux dire, c'est des voix super stylées et tout. En japonais,
et je tombe littéralement amoureux de cette langue. Et en fait, je sais pas comment ça m'est venu, mais au même moment, j'ai aussi commencé les arts martiaux. Et en fait, en ce même moment-là, j'ai commencé à faire des arts martiaux et je me suis mis au japonais. Donc je suis allé à la FNAC et j'ai pris le premier bouquin qui me passait par la main. C'était pas la méthode la plus efficace qui existe, certes. Ouais, je comprends. Mais je suis rentré dedans, j'ai lu le bouquin une fois, deux fois, trois fois. Et en fait, je commençais à assimiler quelques trucs. Et en même temps, comme je regardais les animés, et j'avais rattrapé Naruto entre-temps et tout, et ben, du coup, comme je regardais en japonais, ben, je retrouvais justement tout ce que j'apprenais dans le bouquin ben, par des petites bribes dans les animés, tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point c'était un boost pour moi de te dire que ben, justement, j'avais mes moments où je lisais le bouquin, où j'apprenais les mots de vocabulaire, la grammaire, etc. Et puis, dès que je me mettais aux animés, ben, des fois, je fais « j'ai reconnu ça, waouh, ce mot-là, je l'ai vu, machin, etc. » Et en fait, c'était ces petits coups de boost comme ça qui me disent « c'est génial, je me sens progresser en temps réel. » Complètement. Et en fait, c'est là où je me suis dit, déjà d'une, c'est génial parce que j'adore le japonais quand il est joué. Le japonais, c'est une langue magnifique, mais pour moi, encore plus quand elle est jouée dans les animés, c'est une éloquence particulière, c'est une façon de parler. Une certaine intensité qu'on retrouve Voilà, et c'est génial, même si parler aussi, on va dire de manière un peu plus organique, réelle, c'est très joli aussi. Mais dans les animés, c'est sublimé au maximum, au point d'en devenir parfois un peu pas très naturel, on va dire pour les japonais. caricatural pour Voilà. certains, mais ouais. Mais c'est tellement beau et je suis tombé totalement là-dedans. Et c'est comme ça que je me suis mis, voilà. Et après, ben, j'ai commencé fin de collège un petit peu à m'intéresser. Et au lycée, j'ai commencé à apprendre. J'ai totalement délaissé l'espagnol au profit du japonais, mais j'ai passé une option japonais au bac. J'ai eu 17. Et pourtant, voilà, c'était pas. Je pense que le correcteur à ce moment-là, je pense qu'il a plus salué l'effort que la prestation. Mais j'étais trop content parce que c'était la première fois que je passais un examen de japonais aussi. Au final, même si tu dis qu'il a peut-être été, magnanime Ouais. sur ta prestation, au même titre, s'il avait été trop chiant sur ta prestation, peut-être qu'il t'en aurait un peu dégoûté d'une certaine manière. Donc, au final, en fait, ce qu'il a fait, sans se rendre compte, il t'a peut-être aidé dans ton élan. Donc, c'est une bonne chose. Et le pire, c'est que dans le même. Donc, je te disais. En gros, à cette époque-là, moi, j'avais pas trop conscience de, entre guillemets, cette capacité-là. Alors après, il faut pas trop non plus extrapoler parce que, voilà, on va en reparler, mais à cette époque-là, j'étais pas vraiment conscient que ça pouvait vraiment déjà plaire aux gens et être crédible pour les gens. Du coup, moi, je faisais ça un petit peu avec mes collègues et tout, et quand j'ai lancé un petit peu ma chaîne, au début, c'était vraiment que des petits cours de japonais, etc. Et puis un jour, je sais pas comment ça m'a pris, je suis un de mes doubleurs préférés, c'est Riki Akoyama. Et c'est le doubleur, alors il a fait pas mal de rôles sympathiques. Un des rôles qui m'a le plus marqué, alors c'est bête, c'est pas forcément un des rôles les plus Majeur de sa carrière, ouais. c'est Yamato dans Naruto. D'accord, ok, ouais. Et, mais j'adore, moi, parce que j'aime beaucoup les voix qui, non seulement elles sont stylées, mais c'est pas surjoué, c'est pas des voix trop spéciales non plus. Et j'aimais bien ce petit timbre-là. Et en fait, je sais pas, je m'entraînais un petit peu à limiter tout ça. Et en fait, un jour, j'ai sorti une vidéo où je redoublais un petit peu un passage où il y avait ce personnage. Et en fait, je la poste sur YouTube. Et les gens, j'ai des retours, ils me disent « Waouh, mais c'est génial, etc. C'est un truc de fou. » Et du coup, là, je me rends compte, je me dis « Putain, mais en vrai, il y a peut-être un vrai truc. » Tu vois. Et puis, après, j'en ai fait une autre. J'ai fait Bucciarati dans Jojo. J'ai fait Jin dans Samurai Champloo. Et j'ai fini par faire Levi aussi dans SNK. Alors évidemment, c'était plus de l'imitation qu'autre chose, mais c'était un bon entraînement pour moi. Mais pas seulement sur la voix, mais aussi sur les intonations, sur les intentions des personnages, sur leur voix, sur leurs émotions et tout. Et je recevais que des bons retours là-dessus. Et en fait, je me suis dit, mais il y a peut-être un vrai truc à faire. Surtout que forcément, avec les réseaux, avec la force des choses, on atteint aussi des gens qui de base n'étaient pas forcément intéressés, comme des Japonais. Et puis ils finissent par te dire, est-ce que tu es franco-japonais? Où est-ce que tu vas? Et je leur dis, mais pas du tout. Enfin, Je pense que ça vient plutôt de l'aspect naturel, de la manière dont tu t'exprimes. C'est ça, mais juste parce que l'accentuation, etc., c'est un truc que j'avais acquis, je sais pas, par la force des choses, par le fait d'entendre, etc. Je vais pas nier qu'il y a quand même peut-être une part de talent parce qu'on met toujours en avant le travail, il faut travailler. Et oui, le travail peut permettre d'arriver à peut-être un niveau qu'on se rapproche de ça. Il y a des gens qui y arrivent, mais il faut pas nier aussi que des fois il y a une petite fibre. Il y a des gens qui ont cette fibre de comédiens, qui ont cette fibre avec les langues, etc. Donc
certes, peut-être certains n'ont pas, mais peut-être qu'avec du travail, on peut travailler à faire qu'on se rapproche le plus possible. Le travail est plus long, mais c'est quand même possible. Mais je me dis, pour moi, j'avais l'impression d'avoir ce truc un petit peu inné où j'étais un peu, voilà, je lançais ça un peu comme ça. Et à l'époque, je me rendais pas compte que c'était possible de faire des trucs comme, de faire des voix comme ça. Et puis au bout de certains temps, je me suis dit, quand il y a des youtubeurs qui me contactent pour me dire est-ce que ça t'intéresse de faire une petite voix off, de faire un petit personnage, des étudiants en animation qui disent pour mon projet de fin d'année, je vais faire une petite animation, j'aimerais que ce soit en japonais, etc. Je me lance là-dedans un petit peu à l'inconnu. Et je regarde, je me dis putain, ça rend trop bien et tout. Même moi, je suis satisfait. Je dis mais c'est trop cool. Et puis voilà, et puis c'est bête, mais quand t'as des gens, des gros youtubeurs, genre le Mon Corbeau, Manga War 4, qui t'appellent pour faire des voix, etc. Je me dis c'est quand même cool. Après, pour remettre un petit peu aussi un peu de nuance, c'est que évidemment des chaînes comme ça, c'est des chaînes qui touchent principalement les francophones. Ce qui fait que moi, quand je vais parler japonais, évidemment, juste de mon accent au maximum, pour, on va dire, être plus fidèle, un francophone qui connaît pas trop la langue japonaise, même sera forcément moins pointilleux, je comprends. Voilà, il va y voir du feu. Alors qu'un japonais, il va quand même des fois capter, peut-être l'intonation, c'était pas exactement la même. Peut-être que l'inflexion qu'on a mis dans cette phrase, bizarrement, je sens qu'il y a un petit truc. Mais on en est quand même au point où c'est là où c'est une fierté de me dire, les gens me disent, est-ce que tu serais pas franco-japonais, est-ce que tu serais pas… Et je me dis bon, quand même, c'est déjà pas mal, tu vois, genre même si… Et après le but, et c'est là aussi à ce moment-là que j'ai aussi décidé de m'intéresser un peu plus à la phonologie, à la phonétique, pour voir un petit peu comment je peux améliorer tout ça, travailler les détails, travailler comment je peux améliorer vraiment segment par segment, etc. Alors évidemment, on tend à la perfection, c'est le but, mais on sait que ça sera jamais parfait. Parce qu'il y a aussi là-dedans toujours une part d'interprétation, toujours une part de naturel qui fait que parfois, tu vas délivrer une ligne de cette manière-là, même si au niveau du japonais, au niveau de l'intonation, ça ne sera pas forcément parfait, mais en tout cas, au niveau du jeu, de l'intonation, enfin de l'intention que tu vas avoir dans ton texte, c'est ce qui sortira le mieux. Parce que je préfère avoir, on va dire, l'émotion et ensuite penser à la précision de la phonologie, tu vois. Et ce qui fait que des fois, c'est dur d'avoir les deux parfaitement. Mais bon, c'est pour ça que je dis, ça reste un métier en même temps. C'est ça, donc, on tend vers la perfection, mais je sais pertinemment que j'arriverai jamais à devenir japonais, quoi. Mais c'est pas grave, déjà si on peut s'approcher un petit peu, c'est déjà incroyable. Et pour en revenir un petit peu sur mon ambition là-dedans, moi je dirais que c'est un petit peu ma quête secrète. Je suis très lucide là-dessus, c'est que je me dis déjà que le monde du doublage au Japon, c'est quelque chose de très élitiste pour les Japonais. C'est-à-dire qu'il y a des écoles qui sont faites pour ça, qui coûtent très cher, c'est très, très exigeant. Donc chez les Japonais déjà, alors il faut voir un petit peu pour un étranger, qu'est-ce que ça va être. Alors ça ne veut pas dire que les portes sont fermées, mais ça veut dire que la force d'un étranger pour aller faire peut-être carrière en tant que doubleur au Japon, et on le voit comme des youtubeurs comme Itsugi qui travaille aussi, qui fait de la voix au Japon, mais très souvent, des fois on va appeler plutôt des étrangers justement pour avoir cette fibre avec un accent étranger, etc. Alors que Mitsugi, je sais qu'il a un accent japonais qui est excellent. Et puis, je sais qu'une fois on en avait parlé, il dit que justement, il le dénaturer à cause de la demande. Il voulait justement, la DA voulait justement qu'il force son accent français pour avoir cette fibre française. Alors que lui, en fait, pourrait faire un accent japonais. Alors, je sais pas, je vais pas dire quasi parfait, mais en tout cas, un truc très très correct où on pourrait peut-être se demander s'il n'est pas au moins franco-japonais, tu vois. Mais se dire que la vraie force d'un étranger pour peut-être aller faire carrière au Japon, c'est d'abord de pouvoir peut-être aussi doubler en français, doubler en anglais, avoir plusieurs cordes à son arc. Et c'est pour ça aussi que derrière, je me suis peut-être aussi un petit peu intéressé au doublage en français, même si c'est de manière, j'y vais vraiment à tatillon, c'est-à-dire que j'ai fait quelques petits projets pour des TikTokers, etc. Et ça m'a beaucoup plu parce que c'est aussi un autre travail et ça m'a fait très très bizarre parce que j'ai commencé à travailler en japonais et j'ai travaillé presque pendant des années uniquement en japonais. Et d'un coup, on m'a proposé de travailler en français. Et même si je connais cette langue, c'est ma langue maternelle, même si j'ai une petite fibre pour l'acting et la comédie, eh ben, bizarrement en français, c'est quand même tout un autre travail. C'est autre chose. Et puis, je m'inspirais aussi de ce qui se faisait chez les doubleurs professionnels. Mais c'est un exercice qui m'a beaucoup plu aussi. Et je pense que moi, je serais pas du tout contre à essayer de participer à des projets comme ça parfois. Non, mais complètement. Mais c'est trop cool. On le voit de toute façon, même parmi les comédiens de doublage français,
on a eu en fait comme une perdition à un moment durant quelques années de la qualité de doublage Ouais. ou de la diversité du doublage surtout. Et aujourd'hui, on se rend compte que le métier de comédien de doublage pour les Français également, on va dire même comédien tout court, et ben en fait, il s'accentue de nouveau. On lui laisse de nouveau une belle place. Ouais. On essaye de l'associer à de nouveau de beaux projets. Là où à un moment, on se demandait presque si on n'allait pas l'arrêter pour Ouais. tout ce qui n'était pas destiné à la télévision pour des enfants. Mais je pense que ça venait. Après, j'y connais pas, je veux pas dire des bêtises non plus, mais bon, on me dira si on est de mon avis. Mais je pense que ça venait aussi, malheureusement, en tout cas à cette période où le doublage n'était pas très reconnu en France. Je pense que ça vient même en premier lieu des comédiens eux-mêmes. Parce que les comédiens à cette époque-là, ils disaient oui, je suis comédien de doublage, mais je suis avant tout comédien. C'était des gens qui d'abord voulaient exercer pour le théâtre ou le cinéma, c'est-à-dire vraiment avoir une vraie place dans le cinéma. Et donc pour eux, le doublage, c'était un petit peu la sous-catégorie de Ouais, je vois, comédie. je vois. Alors que maintenant, on a des vrais passionnés, on a une vraie communauté de boxophiles, moi que je regarde un petit peu de loin, avec qui des fois on parle et tout, c'est des gens passionnés, et ils sont passionnés de doublage. C'est pas forcément des gens qui ont des prétentions d'aller faire du cinéma ou faire du théâtre, c'est des gens qui aiment faire de la voix et qui revendiquent. Et même là maintenant, on a une flopée de nouveaux comédiens qui arrivent de doublage et qui ne font uniquement du doublage. Alors peut-être que s'ils ont l'occasion de faire du cinéma, bien sûr qu'ils se testeront et c'est trop cool, mais c'est des gens qui sont purement passionnés par le doublage et uniquement par le doublage. Et ça, je trouve ça magnifique. C'est un truc, et je pense que c'est pour ça qu'on a réussi à avoir à ce moment-là un regain de popularité pour le doublage français et on a pu redonner son standing au doublage français Complètement. comme le doublage japonais maintenant. Les seiyuu japonais, c'est probablement les plus grandes stars qui existent au Japon, peut-être après certains sportifs. Ah non, tout à fait, tout à fait. Et c'est un métier qui est reconnu, ils font des représentations devant des salles entières, etc. Juste de voix. En France, c'est très rare, on voit ça en convention. J'espère qu'on en viendra un jour à ce genre de choses, mais en tout cas, on y arrive. Mais le comédien français a maintenant presque le même statut que le comédien japonais, et ça fait plaisir à C'est voir. vrai qu'il tend vraiment à se rapprocher. Ouais. Et avant, c'est vrai que comédien de doublage, c'était pas quelque chose de valorisé. Ça n'avait pas de plus-value de vraiment. manière générale. Donc là, aujourd'hui, ça a bien changé. Je pense aussi, enfin, tu m'arrêteras si tu partages pas cet avis, que la démocratisation de l'animation et l'intérêt que les gens en ont Ouais. ont certainement permis aussi davantage à investir dedans pour mieux en fait soit payer, soit accompagner, arriver en fait à quelque chose qui est plus en raccord ou en adéquation avec les attentes des fans pour qu'il y ait un vrai rendu quoi. Mais clairement, je pense que dans tous les cas, ça vient de pair, mais c'est sûr que on voit l'explosion de la popularité des animés. Mais forcément, quand il y a des animés qui explosent comme SNK, Spy Family, etc., qui sont vraiment des phénomènes en France qui ont tout explosé, Demon Slayer, mais forcément, quand tu as des comédiens de doublage qui doublent ces personnages qui, pour beaucoup de gens, ont regardé en VF, mais tout de suite, quand tu as la voix d'un des personnages qui est devant toi, en français, même si c'est en français, ça fait toujours quelque chose. Mais comme nous, quand c'est, on va dire pour les plus vieux, avoir la voix de Nicky Larson par exemple, même si on n'est pas forcément fan de doublage, fan de ce genre de choses, ça nous fait quelque chose. Moi, je me souviens, c'était à Japan Expo Sud, il me semble. Je passe au détour d'un passage comme ça et j'entends une voix. Elle me dit un truc, cette voix, il parle comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était, alors je sais plus comment il s'appelle, c'était le doubleur de Harry Potter. Ok. Et quand je l'ai entendu, je fais, il y a un truc spécial qui s'est passé dans ma tête. Genre mon corps un peu vibré, je fais, oh. Et tu vois, et ce petit truc, ça, c'est incontrôlable, tu vois. Et je veux dire, je pense que maintenant, et c'est là que c'est bien, c'est-à-dire que maintenant, quand il y a plein d'animés qui explosent comme ça, mais forcément, il y a toute une fanbase qui adore ces animés et qui du coup adore les gens qui travaillent sur ces animés, les comédiens de doublage, même les gens qui travaillent sur l'animation, etc. Et même maintenant, les influenceurs qui travaillent avec les maisons d'édition. Donc en fait, il y a tout ça qui rentre en jeu. C'est magnifique en vrai. Il y a une vraie effervescence autour Bien de sûr. façon du manga, de l'animation, du métier Clairement. de doubleur et autres. Il y a énormément de choses qui se passent et c'est bien, même si certains parlent de saturation, de bulles et autres. Je fais partie de ceux qui pensent qu'au contraire, ça finit toujours par s'étendre. Ouais. Certes, il y aura des hauts et des bas, mais l'expansion aujourd'hui est vraiment impressionnante. Moi qui suis passionné depuis mon plus jeune âge, soit pour les mangas, l'animation et autres, Ouais. on vit maintenant une époque qui est incroyable. Avant, on se c'était cachait, vraiment, hein. c'était On se cachait pas, mais- C'était une mission Pour te pour dire, avoir moi, quelque chose. Au lycée, moi, Pour lire un manga, on le lisait tranquille dans notre coin. Ouais, C'est clair, c'était pas du tout démocratisé. Pour te dire, quand j'étais au lycée, japonais, etc. Et j'étais un excentrique, hein, j'étais un peu. J'avais un bandeau de Konoha constamment. Ouais. J'avais une veste, je mettais comme un Shikamaru, tu vois. Et il y avait des gens qui jugeaient un petit peu, tu vois, mais moi dans ma tête c'était. Si.
c'était un peu un filtre à l'entrée pour moi. C'est-à-dire que genre si vraiment t'aimes pas ça et que tu me juges, c'est que on n'est pas forcément fait pour s'entendre. Je comprends tout à fait. Et du coup, les gens s'éloignaient. Et par contre, les gens qui sont restés sont devenus mes meilleurs amis, ceux qui m'ont accepté comme ça. Les gens qui ensuite ont découvert aussi. Et maintenant, on voit toute l'effervescence qu'il y a. Comme tu dis, c'est un truc de fou et c'est une grosse communauté. C'est énorme. C'est une des plus grosses communautés maintenant en France. La tendance, c'est totalement inversé. Maintenant, c'est celui qui ne connaît pas les animés qui On le regarde qui a bizarrement. raté quelque Alors, chose. Tu vois. après, on va pas se mentir. Moi, je veux pas non plus Les renverser la stigmatiser, non, tendance non, et dire- non, non. Mais, Mais- c'est vraiment l'impression qui se passe. Mais- C'est mais qu'aujourd'hui, moi, ça- toute la jeunesse connaît ça. C'est ça. Tu vois. Et je me dis maintenant, quand je vois quelqu'un qui critique, qui dit ouais machin, vous animez vos mangas, c'est trucs de merde, etc. Moi, je te dis, oh les gars, quand même, vous abusez, genre tous les phénomènes qu'il y a à côté de ça, etc. Vous pouvez pas nier qu'il y a un truc. Je veux dire, il y a beaucoup de monde qui aime ça. C'est plus un phénomène de niche où on peut mettre les gens un petit peu à l'écart, etc. On va pas renverser la tendance, mais accepter quand même que c'est un média, les animés, c'est un truc, et au moins intéressez-vous parce qu'en plus maintenant, si à l'époque, ce qui arrivait en France, c'est des trucs vraiment très codés pour les jeunes, que des shonen neketsu, des trucs vraiment pas très, tu vois, maintenant toute la diversité qu'il y a, genre, C'est énorme. par exemple, un truc moi qui m'a choqué, c'est la popularité des SNK. Des gens qui adorent les séries en général et qui regardent pas d'animé, tu les mets devant une SNK, pour eux c'est comme une série, c'est comme Game of Thrones, c'est comme les plus grandes séries. Et moi j'ai des très bons amis à moi qui de base n'étaient pas du tout animés. Je les ai mis devant SNK, devant Death Note, ils ont surkiffé. Pourquoi? Parce que pour eux, ils pensaient que l'animation c'était juste des petits combats, des petits gars, etc. Non, pas du tout. Il y a des histoires qui sont très très sérieuses. Et en fait, il y en a pour tous les goûts. Et si tu aimes l'humour, tu as de l'humour. Si tu veux être très sérieux, tu as Enfin, je suis totalement d'accord avec ça et je le dis souvent aux gens en fait, c'est un peu comme les séries télé, les films, la Bien musique, c'est une question de goût et en fonction de tes goûts, tu t'orientes vers quelque chose qui te Clairement. parlera. Et si en fait pour toi les mangas que tu as lus ne t'ont pas plu, c'est qu'ils n'étaient juste pas adaptés Bien ou sûr. que tu n'étais pas dans le mood C'est ça. pour pouvoir en fait les apprécier. Donc c'est pour ça qu'il est important de laisser sa chance, de découvrir ou de se renseigner tout simplement bien sûr. auprès d'une personne qui en lit beaucoup, qui pourra t'aiguiller sur quelque chose qui peut t'intéresser. Clairement. Donc SNK, c'est vrai que ça a ouvert des portes, Death Note a ouvert des portes, et c'est aussi ce qui fait que tous ces animés-là entreront dans la légende, tu vois, comme culte, malgré la fin, malgré les années, sûr. ils resteront encore dans les mémoires. c'est vrai. Et ça, c'est important. Alors, j'ai une vraie question, parce que là, l'air de rien, ça tourne, ça fait un petit moment qu'on est ensemble. Désolé, on parle beaucoup. Même si les passionnés, ça parle toujours des heures, donc c'est génial. Moi, je prends Carrément. plein d'infos, j'adore. J'ai une vraie question par rapport à tout ça. Aujourd'hui, tu es encore avec nous en France. Ouais. Tu œuvres depuis la France pour plein de choses en rapport avec le Japon. La question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce que tu n'as pas en fait décidé de partir au Japon, tenter des expériences là-bas, au plus proche en fait de ta passion, Ouais. plutôt que te dire je vais rester ici et je vais développer ici des choses qui sont en rapport avec tout ça. Je vais être très honnête avec toi. La première chose, c'est un peu de peur. Le Japon, c'est loin, j'ai mes attaches ici, j'ai mes amis, j'ai ma famille. Et c'est vrai que des fois, c'est aussi de dire que c'est du courage de pouvoir partir, etc. Et pas tout le monde a ce courage. Il y en a qui l'ont. Moi, c'est vrai que mes attaches, c'est très compliqué. Même si j'adore le Japon et je me dis, ouais, ce serait une vie qui serait vraiment cool. Surtout quand on parle la langue, etc. Ça ouvre plein de portes. Mais très honnêtement, me sentir loin de ma famille et tout, je serais Ok, je comprends. un peu mal à l'aise. Le deuxième truc, c'est que mine de rien, je suis aussi très attaché à la France, j'aime beaucoup ce pays. J'étais au Japon l'année dernière encore et je me dis, je reviens de là et je me dis, et tu sais, on se pose toujours la question, on se dit, ok, on fait le bilan et est-ce que tu serais capable là de dire, vas-y, je pars un an au Japon, est-ce que tu serais capable de dire, vas-y, je vais faire ma vie au Japon? Il y a des gens, ils vont te dire tac au tac oui, parce que ça va dépendre aussi de leur vie en France, etc. Mais moi, de mon côté, je me dis, mis à part le côté famille, attache, etc., je me dis, la France, j'aime beaucoup aussi cet aspect un peu, je sais pas, l'apéro à la française, par exemple, tout ce truc un peu, toute cette culture française, des trucs un peu, voilà, les rapports à l'amitié aussi en France, etc., c'est pas du tout pareil, les relations et tout. Et je pense que je pense que j'aurais beaucoup de mal à me faire au Japon, malgré ma maîtrise de la langue, malgré le fait que je pourrais probablement m'intégrer. Je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles je pense ne pas être prêt. Et je pense que ça serait tout l'aspect un peu sociétal, le travail aussi, c'est quand même des systèmes très différents. C'est clair que ça joue énormément. À part si vraiment je me dis mon projet c'est vraiment peut-être de faire une école de doublage là-bas, de rentrer dans ce domaine-là, mais ça prend des années.
ça prendra, je pense aussi, malheureusement, beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance. Et je sais pas si je suis prêt à ça. Je suis vraiment très honnête. Hein. Ah Parce non, que mais les gens, ils c'est vont vous normal. dire, ils vont vous dire soyez courageux, etc. Je sais pas si je pense que si un jour j'ai l'occasion, peut-être que je pourrais tenter quelque chose. Mais c'est vrai que ça me fait beaucoup peur en fait. Je pense que de toute façon, pour pouvoir être en mesure de réussir un objectif, Ouais. c'est d'être conscient de la charge. C'est d'être conscient à quoi on s'attaque et de se dire, ok, je suis conscient et je vais y aller, je vais rien lâcher. Mais ne pas en être conscient, y aller sur un coup de tête, c'est souvent en fait source de problèmes après. Et au moins en fait, si jamais tu es conscient de ça, tu peux au moins te préparer tes proches qui vont forcément ne pas te voir, toi manquer une partie de leur vie, parce qu'on se rend pas compte que quelque part, nous, quand on est ailleurs et qu'on continue à vivre notre best life, la vie des autres continue aussi. Bien sûr. Et dans les moments importants que tu t'aimes partager avec ta famille, tes amis ou autres, ces moments-là, tu vas les rater. Et donc, je suis conscient de tout ça, c'est important. Moi, j'entends parler des youtubeurs des fois qui justement parlent de ça et tout. Et moi, quand je les entends parler, je me dis, moi, c'est effrayant. Ouais. Je sais plus qui j'ai entendu ça, je crois que c'était peut-être Japanien ou un truc, qui Ouais. disait que putain, tu reviens chez toi, ta famille, ils ont vieilli. Ouais. Tu les as pas vus vieillir. C'est ça. C'est un truc, moi c'est Même dur, c'est trop dur. T'imagines, tu vois, t'as pas vu des amis pendant des années, tu les revois, ils ont des cheveux blancs, ils ont peut-être changé physiquement parce que moins de sport, ça me ferait trop mal, ça me ferait trop mal. Non, au cœur. ça fait super mal. Il y a aussi un autre facteur, c'est que l'être humain évolue. Il passe par des épreuves, Ouais. il passe par des choses, il change. Et quand toi, t'es pas présent, tu le sais pas, tu le vois pas. Et Je me dis, tu si- peux revenir et en fait presque découvrir une personne différente Ouais. que tu as laissée. Et s'il se passe ça, c'est compliqué. s'il se passe quelque chose, quelqu'un tombe malade, etc., tu dis putain, s'il arrive à quelque chose, je suis pas là. Ouais, c'est énorme. Moi, je crois que c'est vraiment le truc qui me retient le plus. Ouais, Vraiment. je Il y a comprends. J'aurais trop du mal. Donc après, si ponctuellement parlant, moi je me dis on va dire ma petite quête secrète, c'est de me dire si un jour j'arrive à pénétrer dans un studio japonais pour faire une petite voix, une ambiance, quelque chose comme ça, travailler avec du. Si je coche cette petite cage, je suis déjà. Ça y est, je peux mourir tranquille, tu vois. C'est énorme, mais ça t'empêche pas quelque part, même par à coup, tu vois, d'aller 2 mois, 3 mois là-bas, faire ce que tu as à faire, revenir, Voilà. profiter de la vie, puis repartir. C'est beaucoup plus facile en fait en termes de gestion humaine que de devoir en fait s'établir, dire voilà, je fais une croix sur ce que je fais maintenant pour aller là-bas. Et puis finalement aussi, parce que certes le doublage c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et j'aime beaucoup faire ça et ça me plaît, ça me plaît d'en faire. Mais faut pas oublier que j'adore aussi mon métier actuellement qui est prof de japonais. J'adore partager aux gens cette langue, cette passion que j'ai et elle est quasi équivalente. Pour moi elle est même complémentaire donc en fait. Bonjour ou bonsoir à tous, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est Malice. Malheureusement, elle s'arrête ici parce que j'ai eu un petit souci technique avec les rushs. Il me manque la dernière partie de cette interview, enfin cette rencontre, échange, ce que vous voulez. Donc Judaichi a été au top, n'hésitez pas à aller le voir, c'est vraiment une personne humaine, sympathique, agréable et avec beaucoup de connaissances, très passionné. J'en profite aussi pour vous parler de son livre, donc Apprendre le japonais avec les animes. N'hésitez pas à aller vous le procurer, il est coécrit avec Angélique Marié. Désolé si j'allais écorcher le nom, j'ai bien fait de vérifier. Enfin voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. C'était Malice, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao!